Bonjour Laurent, Salut Ewen. merci de nous recevoir chez toi aujourd'hui. Merci de participer au podcast The Red Flag. Aujourd'hui, on voudrait t'interviewer pour savoir un petit peu quel a été ton parcours d'entrepreneur et nous expliquer pourquoi est-ce que tu es venu en Chine, qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, expliquer voilà, ce que tu faisais quand tu étais en France, tes études et tes expériences passées? Ok, donc je m'appelle Laurent Le Pen, je suis breton, je suis un enfant des années 80, génération Club d'eau, Club Dorothée quand on était enfant. J'ai fait mes études à Vannes, enfin toute mon enfance c'était dans le Morbihan, dans la région de Vannes. Ensuite j'ai fait mes études je suis allé un peu plus à l'ouest, à Quimper, toujours en Bretagne. Je fais un IUT Tech Deco. Ensuite j'ai fait un Erasmus aux Pays-Bas D'accord. pendant, je crois que c'était 6 mois. Et après j'ai rejoint donc l'ISAP Rochefort, c'est l'Institut supérieur des achats et approvisionnements. D'accord. Et là, en fait, ça a été voilà, la fin de mes études. Donc, c'est à côté de la Rochelle, à la Corderie Royale, un endroit magnifique. C'est là où en fait, les bateaux de Lafayette, notamment, toutes les cordes, et puis même les bateaux ont été construits. Donc, un endroit vraiment magnifique. Et j'ai débuté ma carrière au Mans, dans en fait, une filiale de Philips Mobile qui s'appelait Cellon, D'accord. en 2005, donc il y a exactement 20 ans. Super. Et pour le fun fact, j'ai commencé c'était le jour de mon anniversaire. Donc je vous laisse faire les maths, mais j'avais 23 ans. Et donc j'ai commencé acheteur stratégique dans la téléphonie mobile. En fait, on faisait de la conception de téléphones mobiles. Mhm. Au Mans, on faisait 1 million de téléphones par mois. Enfin, c'était très gros à l'époque. Fabriqué au Mans, du coup? Alors nous, c'était déjà la fin de l'assemblage des téléphones au Mans. Mais quelques années avant, alors, ça avait déjà basculé en fait en Chine. D'accord. Et ce que je dis souvent en fait pour les jeunes que je rencontre, en fait, ton premier choix d'adulte, c'est la sélection de ton premier job. En fait, pour moi, en fait, j'avais la chance, j'avais donc 23 ans, enfin, j'allais sur mes 23 ans, et donc je cherchais du travail. Et mon premier, moi j'étais assez mobile, je voulais déjà aller en Chine, mais je me disais, je vais me faire une expérience d'abord, enfin, je vais déjà trouver un job, Ouais. et après, je vais tout faire pour aller en Chine, en fait, avoir une expérience de 1 an ou 2, voilà, ça c'était mon objectif. Et donc, quand je parle de ce premier choix d'adulte, c'est que il y avait 3 sociétés qui m'avaient accepté en CDI. D'accord. Donc c'était déjà T'avais le bien. choix du coup là. Voilà, j'avais le choix. Et sauf que donc le premier, il y avait une boîte dans le lait, enfin donc acheteur dans le lait. Ouais, c'est un peu dire à des paysans, ouais, combien ça coûte votre litre de lait? Bon bah je vais vous l'acheter à moitié prix, tu vois. Donc je me disais non, ça c'est pas un job pour moi. Enfin, le deuxième c'était Renault, au Technocentre à Boulogne-Billancourt. D'accord. Donc là, voilà, région parisienne. Et le troisième, c'était donc Cellon, donc Philips Mobile au Mans. Et donc pour toute ma famille, mes amis, enfin tout mon entourage, c'était évident que j'allais aller chez Renault. Parce que tout le monde connaît Renault, c'est une grosse boîte. Bah ouais. Et en fait, ce qui m'étonnes. m'a fait décider, donc là c'est pour ça que je dis c'est ta première décision d'adulte, parce que personne en fait peut t'influencer, c'était le fait que chez Philips, ils avaient justement une antenne en Chine. Renault n'en avait pas. Il m'a dit ouais, vous parlez anglais, c'est bien. Si vous voulez, j'ai compris que vous vouliez aller à l'étranger dans quelques années. Et il me disait nous on a des choses en Europe de l'Est, etc. Enfin on a des usines, tout ça, mais et par contre Philips il me disait nous oui on a à Pékin et à Shenzhen, on a des antennes. Et donc c'est là où j'ai choisi donc ce job chez Philips. Et la Chine, du coup, c'était déjà en tête, t'avais déjà 23 ans. Ouais, alors j'avais, pour l'anecdote, mon grand-père en fait a fait, pas la guerre d'Indochine, mais la Seconde Guerre mondiale en fait, il l'a fait en Indochine. D'accord. Et c'est assez atypique en fait, ils sont pas nombreux, ils sont quelques milliers à être dans ce cas-là. Quand on parle de Seconde Guerre mondiale, pour les Français, on se battait contre les Allemands, mais en fait on avait plein d'autres Terrain de conflit. voilà, terrain de conflit, dont notamment en Indochine. Et donc j'ai eu tous
ses mémoires de guerre. J'ai même réécrit, il avait écrit ses mémoires de guerre que j'ai réécrit avant qu'il décède quand j'avais 17 ans. Voilà, parce que c'était tapé à la machine à écrire, je l'avais donc retapé sur mon ordinateur avec 2 doigts. Et donc j'avais lu tout ce récit, puis toute mon enfance en fait, j'avais tous ces récits de la Chine. La Chine du Sud, l'Indochine, ça allait donc le Vietnam, le Cambodge, et puis une partie de la Chine du Sud où donc il y avait des récits voilà, il parlait de Hong Kong, il parlait de Shanghai. Donc voilà, j'avais déjà ça enfant, j'avais déjà, c'est clair que ça m'a marqué. Ok. Et voilà Voilà un invité surprise. mon invité surprise qui s'appelle Sarzeau, donc c'est le nom de la ville où mes parents habitent, donc près de Vannes. Et c'est top du coup que tu fasses le lien quand tu étais petit, parce que c'est la question qu'on a aussi, c'est comment est-ce que tu étais petit? Est-ce que tu as la culture de ton grand-père du coup qui t'a impacté, enfin dans le sens où tu parles de l'Indochine? Comment est-ce que tu étais quand tu étais petit? Alors enfant, j'ai passé une enfance heureuse en Bretagne, entre terre et mer, parce que voilà, golfe du Morbihan. Et puis j'étais un enfant. Bon, je faisais beaucoup rire mes amis, moi je m'amusais beaucoup. Après, j'étais pas très. C'est pas que j'étais un bon élève, mais j'étais pas un excellent. Ouais, un excellent élève. Mais j'étais pas non plus. J'étais respecté en fait. J'avais beaucoup d'amis. Enfin, je pense que j'étais respecté de mes camarades parce que je les faisais rire. Et puis même des profs. Et j'ai gardé ça longtemps en fait. J'ai gardé ça même jusqu'au secondaire, enfin jusqu'à les études supérieures, où j'étais pas vraiment un élève exceptionnel parce que je travaillais pas beaucoup, mais en même temps j'étais quelqu'un de sympa et puis de respectueux. Donc et puis bon voilà, j'étais un malicieux, un enfant heureux en Bretagne. Ouais. Qui faisait rire les autres. Ouais. Oui. J'étais pas le pitre, j'étais pas, mais j'avais de la répartie en fait. Ouais. Donc je savais gérer. Puis j'avais de la culture quand même. Avec mes parents aussi, j'avais de la culture. J'étais cultivé, mais j'étais pas un travailleur acharné sur les devoirs, tout ça, ou avoir des bonnes notes. Mais et je reprends d'ailleurs, c'est mon DUT par exemple. J'ai eu mon DUT avec 10,04 de moyenne, donc à la fin de l'année. Donc c'est typiquement des gens à qui tu dis non mais lui il faut lui filer parce qu'il est smart et il faut rien, mais en même temps il est très bon. J'étais bon dans plein de domaines, mais je travaillais pas, je m'en foutais un peu. Ouais, l'école c'était pas vraiment ton truc, la prédiction quoi. Ouais, c'était pas mon truc, mais je sais que j'avais des bonnes connexions avec mon entourage, que ce soit les profs et puis mes amis. Donc j'ai toujours eu quelqu'un de sociable et à te faire des amis, à faire du réseau. Des amis facilement. Et notamment, donc, il s'était pas trompé à l'IUT, parce que pour les 40 ans de l'IUT, enfin, du département Tech de Co, ils m'ont invité en parrain. Ah ouais. Donc c'était la belle revanche par rapport à, j'étais loin d'être le major de promo, vous voyez. Mais après, dans les études supérieures, donc après, par contre, là, j'ai vraiment bossé. Là vraiment, parce que j'ai plus pris goût à j'avais une meilleure vision de ce que je voulais faire. Ça donnait du sens peut-être aussi à ce que voilà, et là par contre, là j'ai été brillant. Ouais. Quand tu te spécialisais dans vraiment ce que tu voulais faire et tu savais qu'il allait avoir un débouché sur la Chine. Dans mes études, enfin je sais, voilà, mon dernier, j'étais vice-major, quelque chose comme ça. Ah ouais, top. Ouais, donc j'ai bien bossé après, ouais. Parce que je savais, là j'avais ma spécialisation, donc j'étais dans le business, et puis donc j'avais une spécialisation achat. Donc mon job, je savais que mon premier job, ce que je devais chercher, c'était de devenir acheteur professionnel. Ouais. Donc là, ouais, j'étais à fond, et puis donc j'ai bien travaillé. Et c'est comme ça du coup que tu as réussi à trouver donc ton premier emploi chez la filiale de Philips, et donc tu as été acheteur pour eux en France, c'est ça? Ouais, alors on était... alors c'était très international, tous les emails étaient en anglais, enfin bref, ça me plaisait déjà. Top. On avait une équipe très internationale. Alors, on était une équipe française au Mans, mais il y avait beaucoup d'échanges avec la Chine, donc on avait nos antennes donc à Pékin et à Shenzhen. Et après 1 an, j'ai fait mon premier business trip donc
à Shenzhen. La concrétisation. Voilà, premier, j'avais 26 ans. Donc, Ok. pardon, j'avais 24 ans 24 la ans. Ouais. première fois, parce que voilà, c'était exactement même un an après. 24 ans, c'est la première fois que je suis arrivé, oui, à Shenzhen, que j'ai découvert. Et un an après, je me suis installé pour de bon. Et alors, comment ça s'est passé? C'est l'entreprise qui t'a envoyé à Shenzhen ou c'est toi qui es venu, t'as démissionné, t'es venu par toi-même? Comment ça s'est passé? Alors, ouais, premier jour, donc c'est mon anniversaire, j'ai 23 ans. Pour l'anniversaire, donc mon autre anniversaire, mes 24 ans, là, le même jour, on a un plan social de y vire 100 personnes, ou un tiers des effectifs. Ah ouais, costaud. Donc, bon, j'avais mon pot de mes 1 an, vous voyez, était pas. C'était un peu départ. Ouais, c'était pas. Non, alors du coup, non, j'ai pas été dans le plan social. Et 1 an après, je crois, il y avait un autre plan de. Enfin, on se faisait racheter. Ok. On s'est fait racheter par un de nos clients qui s'appelle Fly Mobile à l'époque. C'était une société russe avec le board, avec des Indiens. Donc c'était assez compliqué, mais bon, c'était un gros client, une grosse marque indienne avec très impliqué en Russie. Ce qu'on appelle des local kings, des rois locaux. Ok. Donc c'était une marque locale de téléphonie mobile qui a racheté en fait notre bureau d'études, parce qu'on était un très gros bureau d'études. À l'époque même, on était un des plus gros bureaux d'études de téléphonie mobile dans le monde, et indépendant. Mais notre plus gros client, c'était Philips. Donc c'était notre client interne, mais donc ils ont vendu cette antenne-là. D'accord. Et donc après 1 an, là je dis non mais moi, on me dit simplement, Laurent, bah écoute, tu veux, ça te dit d'être dans le plan social, ça te dit d'être au chômage ou d'aller en Chine Donc j'avais 25 ans, je fais bon, comme dit le poète, la question était vite répondue. Donc, N'est-ce pas? non, puis surtout, j'avais pas. En fait, donc j'étais très mobile. Enfin, j'avais ma copine, tout ça. Enfin, encore une fois, j'avais mes amis, tout ça. Et j'ai dû leur dire, je vais aller dans une ville à côté de Hong Kong, parce qu'il y a 18 ans, Shenzhen c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Ouais. Et donc, je veux dire, une ville à côté de Hong Kong, entre Hong Kong et Canton. Ouais. Et donc voilà, c'était exactement le 27 décembre 2007. D'accord. Donc dernier repas de Noël avec mes parents, ma famille, les 2 valises, il fait froid, j'arrive à Shenzhen et voilà, j'arrive le 27 décembre à Shenzhen. Ok. Et la première fois que tu avais fait ton business trip à Shenzhen, c'est quoi qui a retenu ton attention à cette ville? Est-ce que tu as eu une accroche directement avec Ouais, alors je me souviens que tout le monde m'avait dit, parce que c'était en septembre, je me souviens que tout le monde m'avait dit, tu vois, il fait super chaud. Et j'arrive à Hong Kong et puis je me dis, bon, ça va, c'est vrai qu'il fait chaud, mais il fait pas. Puis d'un seul coup, en fait, les portes automatiques s'ouvrent. Et là, je reçois cette humidité, cette chaleur, mais il faisait 40 degrés. Enfin voilà, j'étais. Donc là, j'ai compris, ok, il fait chaud. Il fait chaud. Mes premières nuits, c'était à Hong Kong. Ouais. Génial. Ensuite, je vais à Shenzhen. Puis pareil, je suis tombé. J'étais vraiment en plus dans le boulot. J'étais en business trip, donc je m'étais mis 5 meetings la même journée. Enfin bref. Et mon premier souvenir, notamment dans mes fournisseurs, j'avais Huawei et j'avais BYD. Ah super. Et c'était des belles boîtes. BYD, je me souviens encore, ils avaient une voiture, enfin une sorte de. Mais moi c'était pour les batteries. Ouais. Donc ils disaient ouais, on va faire des voitures. Puis, ok, pourquoi pas. Huawei qui me disait ouais, on va bientôt lancer notre marque sous notre nom. Je disais ouais, ça va être chaud quand même, hein. Huawei. Moyen quoi. Franchement, personne va bien prononcer. Puis j'avais raison là-dessus. Tout le monde dit encore en France, ils disent encore Huawei ou. Ah oui. Mais donc ça se prononce Huawei pour votre audience. Et donc super expérience déjà dès le début. Enfin déjà de ce premier business trip. Et donc ça m'avait confirmé 1 an après en me disant ouais non mais là il faut que je parte. Il faut y aller quoi. Ok. Ouais. Et quand tu es arrivé du coup à Shenzhen la deuxième année, tu travailles toujours pour la filiale de Philips. Et qu'est-ce que tu faisais? Tu allais visiter des usines, tu allais visiter des fournisseurs pour la partie achat toujours? C'était toujours dans ce cadre-là? Ouais, alors c'était les achats stratégiques, donc déjà c'est pas mal, ça claque comme titre, sur ta carte. Puis j'avais 25 ans, mais j'avais déjà 2 ans d'expérience.
Et surtout, c'est vraiment un accélérateur, les achats, surtout dans des grosses sociétés, surtout si tu as un gros portefeuille. Les achats stratégiques, en fait, c'est dans un produit, tu prends donc ce qu'on appelle la bill of material, donc le coût de tous les composants. Ouais. Et c'est les 20% en fait qui représentent 80% de la valeur. Ouais. Donc c'est Une vraiment loi de ton Pareto, Pareto, c'est vraiment ce qui te... C'est si tu négocies bien ces composants-là, bon bah ça va vraiment avoir un impact sur le coût de ton produit et sur ta compétitivité. Mais surtout, c'était des grands... Bon, j'avais dedans, il y a ce qu'on appelle l'écran, pour un téléphone, il y a l'écran, il y a la caméra, l'appareil photo, La il y a batterie, la peut-être, batterie, les PCBA. et puis le chipset. Ouais. Ouais, le moteur, le composant moteur de la carte mère. Et donc voilà, déjà ces 4 éléments, ça représente 70-80% de la valeur. Mm. Et donc j'avais certains de ces portefeuilles. Et donc je rencontrais des PDG. Souvent, je rencontrais des gens, des PDG, mais de grands groupes chinois et de grands groupes aussi asiatiques, japonais, coréens. Je sais pas si on peut dire les noms. Enfin voilà, Oui. ceux qui sont connus dans. Il y a aussi la mémoire, un composant important. Donc voilà, tous ces composants, et je voyais des gens de groupes, vraiment de grands groupes, des Samsung, des BYD, des Toshiba, voilà. Mais surtout, ils voyaient que j'étais jeune. Enfin, ils voyaient un jeune homme. Ils disaient, et puis on représentait un gros portefeuille, un gros business pour de la téléphonie mobile. Donc on était important pour eux. Puis en même temps, j'étais jeune. Mais vu que les achats, en fait, c'est le miroir de la vente. Ouais. Donc je voyais des VP Sales, des directeurs, mais facilement, je pouvais aussi rencontrer, si les boîtes étaient un peu plus petites, je pouvais rencontrer les dirigeants, les PDG. Et donc, on négociait avec ces gens-là. Donc moi, j'ai appris plein de choses avec ces gens, mais eux aussi, ils hallucinaient de voir quelqu'un d'aussi jeune. Et t'as senti ce pont culturel justement entre l'Europe et la Chine à ce jeune âge quand t'es arrivé, vu que t'avais une jeune expérience aussi en Asie peut-être avant, parce que t'avais déjà fait un business trip. Comment s'est passé du coup déjà professionnellement, donc j'avais déjà 2 ans d'expérience en France. Ouais. Et donc ce qui était c'était, puis vraiment là j'ai vraiment bossé. Pour le coup, je travaillais vraiment beaucoup. J'étais très corporate, comme on dirait. Donc je travaillais beaucoup. S'il fallait rester le vendredi soir tard, je restais. Voilà. Et ce qui est moins la culture, déjà à l'époque, en tout cas à l'époque, c'était pas la culture française. Moi, je pouvais envoyer, si on m'envoyait un email, je sais pas, le samedi ou le dimanche, un de mes patrons de mes managers, de mon directeur, oui, je répondais. Et j'ai fait même des trucs fous. Il y avait un salon, je me souviens, aux États-Unis qui était sur un de mes projets, et j'avais posé en fait des dates. Personne fait ça. J'avais posé des jours de congé pour aller à ce salon parce que la boîte voulait pas y aller, mais moi je voulais à tout prix y aller. Et c'était aussi des vacances, c'était spring break, on va dire. C'est quand même Orlando, donc c'est sympa. Mais il y a une journée, je me suis pris une journée à moi sur mon temps pour aller sur ce salon. Donc j'étais très corporate. Vous voyez, t'étais vraiment impliqué, quoi. Ouais, j'étais vraiment impliqué, donc j'étais vraiment passionné par ce que je faisais. Et après, mais quand je voyais par contre en France un fournisseur, là c'était un événement. Là pareil, c'était des gens qui venaient souvent, parce qu'il n'y a pas on n'avait pas de fournisseurs de ces comptes clés dans la région du Mans, même en France. Ouais. Très peu, aucun même. Et quand donc et là pour le coup c'était des PDG qui venaient de un peu partout dans le monde, notamment de Chine. Et quand ils venaient là c'était un événement, là tu t'habilles bien, tu vois. Et puis eux aussi, ils se font un gros business trip. Ils arrivent à Paris, ils viennent au Mans, 1 heure de train, ils prennent leur hôtel. Alors que une fois arrivé à Shenzhen, j'ai vite compris que j'aurais pu accès à ça. En tout cas pour ces fournisseurs, je vais avoir surtout accès à des gens opérationnels, et puis par contre tu l'appelles et il vient dans l'heure. Ouais, c'est hyper rapide, quoi. Ouais, voilà. Speed, quoi. Et donc c'est ça la grande différence entre l'Europe et la Chine, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup après cette expérience-là? Qu'est-ce qui a fait que... Parce que tu es resté combien de temps avec cette entreprise-là en Chine? Alors j'ai fait 2 ans. Après 2 ans, j'ai posé... j'ai vraiment été donc un des derniers dans la société. Donc c'est ce qui est dingue parce que je suis dû rester 4 ans, puis on est passé de 300 à quasiment une douzaine à la fin. Donc, De fou. Grosse réduction.
Et là, un jour, j'ai posé ma dème. J'ai posé ma démission. Je me souviens, j'avais écrit un email, je l'avais envoyé au PDG, puis j'ai dit là j'ai envie de prendre l'air. Enfin, je vais faire un burn-out. En fait, c'était ça. Je pense que c'était, je crois qu'il n'y avait pas le terme à l'époque, mais j'étais à la fin, je m'amusais bien à Shenzhen, j'étais heureux, j'avais ma copine, tout ça, mais j'étais enfin, il fallait que je prenne de l'air. Donc j'ai fait ça, j'ai posé ma démission ça devait être en donc 2008, 2009, 2010. 2010. Voilà, Tu quittes 2010. la société. 2010, je quitte la société et là, quelques mois après, en fait, il y avait j'avais rencontré quelqu'un, c'était des ODM, d'autres ODM. En fait, on était un ODM, mais on commençait à travailler avec d'autres ODM, Ok. d'autres centres de R&D. Et il y avait un centre de R&D, il y avait un des patrons en fait qui m'avait, je sais pas, je trouvais qu'il avait une bonne vision, il m'avait séduit quoi. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, voilà, moi je suis libre, je suis dispo. Il avait pas d'étranger dans la société. Et je lui ai dit, bon, je vais pas être acheteur chez toi. Par contre, ça m'intéresserait d'être vendeur. Bah oui, pour l'Europe. Ouais, pour le monde. Pour le monde, ouais. Pour le monde entier. Et puis je lui ai dit, bah écoute, tu vois, là j'ai un peu de quoi voir venir. Tu sais, j'ai mes économies, donc tu sais, je peux travailler pour toi gratuitement. Tu m'as dit, bah c'est très bien, ça me va très bien. C'est exactement ce que je voulais te payer. Ah mais il était content, ouais, Ouais, c'est cool. Et non, mais en fait, je lui ai dit, écoute, non, mais enfin, je lui ai dit, par contre, tu me fais pas, enfin, j'ai pas besoin d'avoir, enfin, par contre, je viens pas, je veux pas que tu checkes mes heures, tout ça. Je viens un peu quand je veux. Tu me fais un bureau. Et puis je lui dis, bah, il me dit, ouais, très bien. Bah, je lui dis, bah, tu me fais, je sais pas, sales manager. Puis il me dit, non, attends, je veux sales directeur. Ok, directeur. Encore mieux. Très bien. Puis je lui dis non. Je lui dis non, attends, j'ai envie. Ah oui, parce que ça, en fait, j'avais donc moi j'étais acheteur. Ouais. Et donc j'étais strategic buyer. Et c'était Energizer. Je me souviens encore. Alors, cet homme s'appelle Mo Puran. Il était indien, mais enfin il était d'origine indienne, mais anglais. Ok. Il était chez Energizer. Donc c'est les piles. batteries. Ouais. Ouais. Et on avait un projet avec des batteries Energizer et en fait, il m'a donné sa carte, je me souviens, c'était donc à Shenzhen. Et là, je vois Strategic Alliances Manager. Donc, on Ça fait charge sens des direct. alliances, Ouais. Puis je me dis, c'est encore mieux que Strategic Buyer, ça. Parce que de faire des alliances stratégiques, c'est vraiment la carte magique, quoi. T'es là vraiment, et c'est les partenariats stratégiques. Et du coup, je dis directement à ce PDG chinois, je lui dis non, mets-moi Strategic Alliances Manager, parce que ça claque et comme ça je peux faire, on est là pour faire des partenariats. Et je te dis, enfin je lui raconte l'histoire vite fait, et puis il dit ouais très bien, mais non, tu vas être Strategic Alliances Director. Ok. Et oui, je dis très bien, ça me va. Et bon là je fais 1 an à travailler comme ça avec lui, un peu à la cool, mais en bossant. Et toujours gratuitement? Oui, alors oui, bah, je veux dire, je travaillais sur. J'avais un bureau, mais je pouvais travailler sur. J'avais accès à tout en fait. Ouais. Mais oui, je l'ai pas payé. Ouais. Ok. Mais après, et surtout, donc oui, c'était complètement con. Et mais en même temps, j'avais le temps aussi pour. Voilà, je pointais pas quoi. J'étais pas non plus à l'usine. on va Ouais. dire. Donc je travaillais à mon rythme. Mais après 1 an, j'arrive à avoir un client. Donc là, je me dis bon, voilà, mais c'est ça que je lui avais dit en fait. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas de salaire, mais par contre, quand j'ai un client, on discute ensemble. Tu me fais pas le truc, tu me files des peanuts du profit, tu vois. Ouais. Là, on va faire une vraie commission. alliance stratégique, voilà, avec Ok. une vraie commission, tu vois. Et c'est là où l'alliance stratégique va avoir du sens. Et il me fait ouais, pas de souci. Donc c'était le deal. Et donc ce client-là, donc je signe ce client, je suis hyper content. Je travaille, on fait tout, on avance à fond sur ce projet. Et en fait, le client, c'était un gros client américain. Il venait de lever plein d'argent, 80 millions de dollars. Enfin bref, c'était une start-up, mais qui avait le vent dans le dos. Super. Ouais, c'était une super histoire. Et puis, sauf qu'ils me disent, bon bah, Laurent, on va annuler le projet en fait. Ah mince. Et là, je dis, ah, la louche. Par contre, on voudrait t'embaucher. Le Ah ouais. client? Ouais, ce client-là. Ah Ce ouais. client américain qui s'appelle Sonim. Et on faisait des téléphones en fait quasiment militaires. Ça s'appelle Rugged Phone, c'est des téléphones incassables quasiment. C'est vraiment le pionnier de ces produits-là. Pour la sécurité, pour la construction, voilà, des téléphones durcis. D'accord. Et c'était vraiment le pionnier de ce domaine.
Et donc là, je me souviens, donc je rencontre des gens du board, voilà, ils m'envoient aux États-Unis. Ils m'embauchaient parce que pour mon expertise. Pour mon expertise et pour ce lien justement avec bon, les US, on va dire, mais ce lien Avec la Chine directement aussi western et puis Shenzhen. Ouais, ok. Par rapport, et donc j'étais la personne qui allait devenir donc leur plus jeune vice-président. Donc c'était un beau job. Ah ouais. Et donc ils m'ont dit bah on voudrait que tu sois VP. Et puis je dis bah pour le titre je dis VP Strategic Alliances. Et donc là j'ai dit bah c'est voilà c'est ça que je veux. Et puis bah c'est très bien comme ça parce que j'étais vraiment fournisseur. Enfin c'était vraiment ça, c'était des partenariats avec fournisseurs puis avec des clients. Donc de leur amener des clients mais aussi de mettre en œuvre des partenariats avec des fournisseurs. Et donc là, je suis allé voir mon partenaire chinois, puis je lui ai dit bah, j'ai une offre que je peux pas refuser. Et donc je lui montre l'offre, et puis il me dit ouais, c'est clair, tu peux pas refuser. Ouais. C'était des ricains. Donc ça payait très bien. Ça paye mieux que zéro. Ouais, j'avais 28 ans. Ouais, c'était un. Je peux le dire, hein, c'était 11 000 US dollars par mois. Ah ouais. Donc j'ai 28 ans. Et tu vivais à Shenzhen Ouais, je vivais à Et Shenzhen. tu vivais à Shenzhen. Et c'était en quelle année déjà C'était 2011. Ah ouais. 2011, ouais. J'avais 29 ans. Ok. 29 ans. Et donc là, il revoit. Puis par contre, je dis à mon partenaire chinois, je lui dis, par contre, garde-moi le bureau. Parce que je vais faire ça pendant 1 an. Je vais bosser à fond pendant 1 an. Tu vas pas me voir pendant 1 an. Mais par contre, je reviens dans 1 an. Garde-moi le bureau. Enfin, garde-moi ma chaise, quoi. Ouais. Et continue. Et puis voilà, on reste en contact. Et donc là, je bosse pendant 1 an à ce job-là. Et puis, comme prévu, 1 an après, je suis revenu. Mais avec plus de cash. Ouais. Plein d'expérience, enfin plus d'expérience. Et puis là pareil, il m'a dit bah ok tu seras VP, VP Alliances. Oh, je sais plus, c'est plutôt ça, il me disait tu fais le titre que tu veux, mais oui t'es vice-président dans la boîte chinoise. Et puis là c'est vraiment là où ça a commencé vraiment à marcher parce que j'ai commencé à avoir plein d'autres clients en fait. Et t'avais du réseau surtout aussi. Ouais, je veux du réseau, puis enfin ouais c'était et puis j'avais 30 ans. Donc j'étais prêt aussi mentalement Là je lui ai dit bah là par contre il faut qu'on fasse des trucs carrés. Donc là j'ai monté ma boîte. Et puis c'est là où on a commencé Omate en fait. Après 1 an après, 1 an, 2 ans après, on a commencé Omate ensemble. Et du coup je l'ai fait avec ce partenaire chinois. Et est-ce que tu peux rappeler du coup à nos auditeurs qu'est-ce qu'est Omate du coup Alors c'est ma première société. Elle est Omate. On a fêté nos 13 ans. Donc ça commence, je sais même plus, voilà, start-up, oui, on est toujours une start-up parce qu'on n'est pas une grosse société, on va dire, mais on a fait plein de choses. On a été un des pionniers en fait dans les montres connectées au réseau télécom. Donc, juste pour l'histoire, c'était en 2012, c'était la fin de l'iPod Nano. Ouais. Venait le tout petit avec un écran. Petit, ouais. Et en fait, l'iPod Nano, cet écran-là, donc ils arrêtaient, puis l'iPhone cartonnait, enfin ça faisait déjà 5 ans que l'iPhone était là, c'était iPhone 4 ou je sais pas, iPhone 5. Et en fait, ils commençaient à faire la fin de cycle de vie de leur iPod en fait. Ok. Je pense qu'il n'y a plus d'iPod, non? Non, je pense pas que c'est existant. Et donc, oui, il n'y a plus d'iPod. Bah voilà, c'était les dernières générations, donc c'était l'iPod Nano, donc il y avait un petit écran de 2.4 pouces. Et la tendance en fait c'était de faire des téléphones, des grands téléphones, ce qu'on utilise tous aujourd'hui. Mais déjà il y a 13 ans on était tous avec des smartphones, mais en fait tout le monde copiait l'iPhone et en fait l'écran il était vraiment petit, c'était un 4 pouces. Ouais. C'était même pas à 3.5 pouces. Donc c'est vraiment petit. Si vous voyez maintenant un écran d'iPhone, les tout premiers iPhones, l'iPhone 5 c'était 4 pouces pendant longtemps. Ouais. Donc c'était la tendance et en fait c'était pile le moment où c'était les Galaxy Note 1 et nous juste on venait avant le Galaxy Note 1, donc c'était le premier qui était au-dessus de 5 pouces, donc des très grands écrans que voilà on utilise tous aujourd'hui. Maintenant on est peut-être même à 6 ou là on est tous à 6 même maintenant, mais c'était vraiment un gros cap en fait à passer et ça faisait vraiment un gros téléphone en fait. Les gens n'étaient pas habitués quoi, pas habitués et c'est vraiment Samsung qui a fait et nous on l'a fait juste avant eux en fait. Okay. Donc la tendance était de faire, il faut faire des grands téléphones, des smartphones. Donc nous on designait, on concevait des smartphones et là on a ce fournisseur, donc c'était LG qui faisait les écrans donc de ces iPod Nano
mais voilà, nous on dit, bah non, mais les petits écrans, c'est mort. Et puis il dit, ouais, mais moi j'ai 500 000 pièces, et puis voilà, Apple, ils me disent, bah c'est fini, quoi. Ouais, on a Sauf pu. que nous, on peut vous faire un prix. Et puis c'est quand même qualité Apple, ouais. C'est nous, LG, on fait pour Apple, mais ils en veulent plus. Donc si ça vous dit, on peut vous faire un prix parce qu'on a du stock. Bon, il est resté sur mon bureau pendant un mois, ce petit écran, avec des câbles. Et puis après, je sais pas, voilà, un soir, je me souviens un soir, avec un ingénieur hardware, en fait, je lui dis tiens, tu peux pas connecter ce petit écran là sur notre carte mère pour voir ce que ça ressemble, si on pouvait faire tourner Android dessus. Et là, on voit une version miniature d'Android qui s'allume. Ah, ça Ok. marche. Et là, en faisant quelques, tu sais, ouais. c'est des drivers, tout ça, mais bref, on a bossé dessus pour qu'il s'allume. Et sauf qu'on a vu tous les petits icônes en tout petit, puis on se dit mais en fait, si on réduit notre carte mère, bah, on peut faire un mini phone, mais sur un tout petit écran. Mais on n'avait pas d'idée, on savait que c'était trop petit. Enfin, on essayait de trouver. On disait ah bah il y a la musique, voilà. Puis je disais ouais mais peut-être YouTube, je sais pas. Puis ou je sais pas, il y a le GPS aussi, on pourrait mettre le GPS. Puis on se disait quelque chose qu'on pourrait mettre là, parce que c'était là aussi où les gens ils commençaient à courir avec leur téléphone. Ah oui, avec la ouais, poche en iPhone. plastique sur le côté là. Voilà, Ouais. puis il tombait, il les cassait, tout ça. Donc, bah, on se dit, le projet, on l'appelle OpenMate. C'était très ouvert en fait, parce qu'on savait pas quoi mettre dedans, donc c'était ouvert en termes d'écosystème. Ouais. Mate, c'est camarade, et puis voilà, Homemade, donc on achète homemade.com. Et puis rapidement, en fait, je pitch au CEO donc, de la société chinoise qui s'appelle Umeox, qui s'appelle toujours Umeox. Et je lui dis, écoute, ça dit pas qu'on s'associe, on crée Homemade, et on fait ce petit tracker, en fait, ce petit module. Personne n'y croyait, en fait. Ouais. Ouais. Je dis, bon, bah, on peut au moins faire une présentation, puis on va le montrer à nos clients. On a déjà pas mal de clients. On montre à tous nos clients, on fait, voilà, on est en train de faire ce petit module. Et c'était aussi le début des smartwatches. Mais des smartwatches Bluetooth. Ouais. Donc, écran noir et blanc, des trucs. Écran très basique, quoi. Voilà, qui poussait des notifications. Mais sauf que nous, c'était un mini smartphone, et puis on se dit, mais on peut faire une montre avec ça. Du coup, on commence à faire un dessin d'une montre, puis on se dit, bah, on a une montre Android sur le poignet. Et pareil, tous nos clients, tout le monde s'en foutait. Ok. Ils disaient, non, mais laisse tomber, de toute façon, personne ne veut ça, ça n'existe pas. Ah oui, ça n'existe pas, on est en train de le créer, c'est Ah oui. nouveau. Et c'est là où je dis, bon, bah, il faut lancer le truc. Donc là, on crée Homemade, on enregistre Homemade, on crée la boîte ensemble avec Jack Chao. Et là, en fait, c'était le début de Kickstarter. Ouais. Pareil, je connaissais rien, Kickstarter, il faut une vidéo, il faut montrer un truc, et puis en fait, tu vas montrer ton produit, puis les gens, ils vont acheter, ils vont précommander, et puis ça marche, ça marche. Et en fait, on fait ça, donc moi, on fait ça le jour de l'anniversaire de ma mère. J'aime bien les dates. T'aimes bien les anniversaires? Ouais, ça fait. Ouais. Ouais, c'était donc en 2013, le 21 août 2013. Bah ouais, mais comme ça, je peux m'en souvenir. C'est vrai que c'est une bonne idée. Ça marche bien, hein, c'est Ouais, cool. je vais lancer la tendance. C'était le 21 août 2013. On lance la Homemade. Il fallait donner un nom au produit. Ouais. Et vu que c'était les smartwatches et la nôtre, elle était vraiment autonome. En fait, elle était vraiment smart, mais par elle-même. Donc on l'appelait True. On disait elle était truly smart. Puis là, on se dit, bah, elle est True Smart. Puis là, voilà, on enregistre Homemade True Smart. On la lance. Une petite vidéo avec j'avais mis mes stagiaires, des potes, ma femme dans la vidéo. Et donc avec un budget de marketing ridicule. Enfin, on connaissait. Par contre, j'étais bon dans le B2B, mais je connaissais personne dans le B2C. Ouais. Donc je connaissais pas la presse. Et là, en fait, on lance. Ouais, c'était un budget, je sais plus, la vidéo c'était $2000 ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était vraiment petit. Et après, bah, dès la première nuit du lancement, on fait $100 000. Ah ouais. Et à la Sur fin Kickstarter, du du coup. mois, ouais, à la fin du mois, on fait 1 million. Ok. Et là, par contre, là, le million, là, ça a fait parce que la million de l'époque, ça représente plus qu'aujourd'hui. Qu'un million d'aujourd'hui, ouais. ouais. Puis enfin, ça a vraiment fait du bruit parce que c'était super hype. C'était Ouais. le début des smartwatches et là, c'était, on recevait des emails de plein de médias, ouais, c'était assez fou là. Ah ouais. Mais là, ça a lancé. Mais par contre, ouais, c'était chaud parce qu'on avait 5000 clients. Donc pour nous, c'était pas gros en fait, 5000. Mais par Ouais. contre, c'était en B2C. Donc c'était. Ah ouais. T'as pas un réseau de distribution où t'envoies pas une cargaison Ouais, à un voilà, distributeur qui c'était pas s'occupe. 5000 à une personne comme on fait, ou 10 000. Là, c'était 5000, mais à 5000 personnes. Ouais, dans plein de pays partout. Et puis à gérer, je me souviens, on avait eu 20 000 commentaires et c'était mon email.
Donc chaque Oh là là. commentaire c'était un email et c'était sur mon email. Ah ouais. Donc t'es vite en un mois. Donc Ouais. je sais pas, tu peux recevoir peut-être 10 000 emails par an, tu vois, mais 20 000 en un mois. Ils étaient comment ces C'est commentaires? costaud, ouais. Bon, c'était cool, il y avait de tout, il y avait de l'excitation. Ouais. Et après on a été, franchement on a bien géré en fait quand je vois, parce qu'on a, on a appris plein de choses, mais on était, évidemment on a été pris dans ce truc là, donc on a été en retard peut-être un mois sur ce qui est rien hein, pour un Kickstarter, enfin, surtout à l'époque. Un mois, puis pour nous, parce qu'on a fait plein de changements, il y avait des choses, on a fait des cadeaux, on a offert des t-shirts, fallait pas, j'ai vendu genre 3000 t-shirts, tu vois, mais je vends pas des t-shirts. Donc on avait, bon bref, on se gère tout ça, et puis ouais, après 6 mois, on avait tout vendu. Donc, le premier, en fait, un crowdfunding, en fait, ça se finit quand c'est le premier, ou même les premières personnes, on devait être à l'heure. Mais en fait, les derniers, tu sais, il y en a, t'as pas son email ou son adresse, il manque un truc, et le mec il répond pas, enfin il voit pas son email. Donc le dernier, je pense qu'il était 6 mois en retard. 6 mois en Et retard. en fait, c'est là où il se finit. Il se finit quand t'as vraiment livré à ton dernier backer, Ok. ton dernier client en précommande. En précommande, Ok. ouais. Donc ça, c'était quand même sport. Ouais, c'était chaud à gérer, puis avec une petite équipe. Mais par contre, ça nous a fait connaître. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait, donc tu lances ton produit sur Kickstarter, Ouais. tu lèves $1 million en un mois et tu livres en 6 mois. Et puis la société, elle avait que 3 mois. Oui, Donc voilà. ça, c'est... Donc t'avais pas d'équipe. 3 mois de... Enfin, j'avais quand même... on avait créé une petite équipe. Ouais. Mais on n'avait pas une équipe B2C. Ouais, ouais. Donc on était une équipe de professionnels du hardware, Du hardware pour la du distribution. software. Après, on a fait plein de partenariats. Et après, oui, la distribution, puis tout, ouais, là, on était des newbies, quoi. On était pas très pro là-dessus. Ouais. On apprenait, quoi. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Mm. Et donc quand tu lèves tes fonds, tu commences la production, c'est ça? Ouais. Pour livrer tes clients 6 mois après. Ouais, il y avait un timing. Enfin, ça, c'est comme ça, les crowdfunding. Tu dis, bon, bah voilà, je vais livrer, je sais plus, en novembre. Et puis, mais tu dis ça, c'était, bah, toi, en août. Oui. Donc, c'était, enfin, non, même pas, c'était, ouais, si, c'était ça. Bah, si, en août. Mais en fait, tu reçois l'argent aussi un mois après. Donc, tu vois, puis après, bon, ça matchait. Mais ça matchait un peu si toutes les étoiles étaient alignées. Tu vois, c'était le meilleur des cas. Moi, je parle toujours en meilleur des cas, Pire des cas. pire des cas. Et en fait, la vérité, toi, tu as ton meilleur des cas, il est ici. C'est ça que tu dois viser. Bon, c'est atteignable. Et puis là, tu as ton pire des cas. Et en fait, la vérité, elle est entre ces deux. Elle est entre les deux. Ouais. Et il faut que tu pousses plus vers le meilleur des cas. Tu fais ton mieux, tu travailles à fond pour que tu ailles te faire. Puis, mais la vérité, elle est entre les deux. Parce que tu as toujours des shit happens. Il y a des coquilles. Tu vois, il y a des choses qui arrivent, voilà, qui sont des facteurs internes, mais aussi facteurs externes. Un fournisseur qui est en retard, après, ouais, voilà, des choses comme ça. Et comment ça s'est passé du coup pour la partie opérationnelle? Parce que tu as dû faire la production, tu as dû faire l'approvisionnement, j'imagine le contrôle qualité dans les usines. Tu as dû monter une équipe très rapidement ou alors est-ce que tu as pu utiliser l'équipe de ton partenaire qui a pu t'aider C'était, sur ces ouais, opérations? non, on a réutilisé, en fait, moi, j'ai pas volé, j'ai extrait des ressources de notre société, tu Oui. vois, la société du groupe. Donc ça, c'était notre chance déjà. Parce que nous, on avait tout l'appareil industriel, on avait déjà tous les fournisseurs, et puis surtout, on avait délivré des produits, on avait déjà fait des millions de produits. T'avais la bonne structure du coup. De Ouais. 5000, bon, c'était les doigts dans le nez pour nous, c'était facile. Mais ce qui était difficile, c'était de gérer en fait 5000 personnes. Ouais, et pas un Nous, seul client. En B2B, en fait, on avait 10 clients. Tu vois, 10 clients, et puis là, sauf que là, tu as 5000. C'est pas pareil en fait. Ah, c'est pas la même chose. C'est Ouais. pas. Puis si tu te fâches avec un de tes clients, ça reste dans. Dans le B2C, dans le privé. Ça reste, ou je sais pas si t'as. Mais là c'était autre chose. Ouais. Là, c'était la caisse de résonance, et puis voilà. En fait, souvent dans un Kickstarter, après, c'est vraiment. Maintenant, tout ça, c'est écrit maintenant. Mais nous, on était en plus les OG du Kickstarter. Ça existait peut-être depuis 2 ans. Et on était le premier $1 million, enfin, un gros success story de Shenzhen. On était le premier $1 million à l'époque. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avait la presse, tout ça. On avait de l'excitation, des gens qui nous disaient, ouais, c'est génial, tout ça. Mais au début, nous, on le voyait pas trop. Parce qu'on se disait, mais c'est 5000, calmez-vous. C'est chouette, bien sûr, on était contents. Mais. C'était pas fou en fait, mais ce qui était fou c'était d'avoir une marque. Ok. Et du coup, après cette levée de fonds, ça a été quoi la courbe de Homemate? Du coup, après ça, comment est-ce que vous avez géré du coup la suite? Alors, comme je dis, tu vois,
Bon, en fait, il y a tu sais, la matrice, c'est la SWOT analysis, Ouais, la SWOT. les strengths, weaknesses, opportunities, threats. Donc, c'est tes forces, tes faiblesses, tes opportunités, tes menaces. Donc, en interne, c'est tes forces, faiblesses. Et puis, en externe, c'était les opportunités et les menaces. Ouais. Sauf que nous, on était donc 2 ans avant l'Apple Watch. Ok. Et moi, j'avais vu quand Apple est arrivé, ce qu'a fait Apple en 2007, quand je suis parti en fait en Chine, c'est l'année où Apple, Steve Jobs qui fait iPhone. Ouais. Il y aura aujourd'hui je vais vous présenter un iPod, un téléphone Un et device communicant, device communicator ou un device email communicator, ouais. qui fait, puis il le dit 2 fois, puis les gens comprennent que c'est 3 en 1 et que c'est l'iPhone. Bah, sauf que ça, vraiment, on parle souvent de disruption, ça a vraiment disrupté l'industrie de la téléphonie mobile. Ouais. Donc moi, j'ai vu quand ils sont arrivés, quand Apple est arrivé, moi j'ai vécu comme ça, donc mes 2 premières années, en fait c'était 1 an et demi, puis là ils lancent l'Apple Watch. Et moi je disais à tout le monde, ils vont lancer l'Apple Watch. Et du coup, on me disait ouais, je sais pas, parce que personne savait, mais je voyais bien la tendance des smartwatches. Et là, Google, pareil, qui commençait à lancer son truc Android Wear. En fait, ça, c'était des menaces à fond. Et là, et c'est là où j'ai dû pivoter, en fait. Ok. Et c'est là où j'étais smart, parce que en fait, tout le monde veut te pousser à dire ouais, il faut te battre, tu sais, petite start-up contre. Non, mais attends, moi j'ai vu des énormes boîtes comme Philips, comme Sagem, comme Nokia. Enfin, Nokia, faut se dire, c'était le numéro 1 mondial en 2007. Bon, bah, Nokia, ce que c'est aujourd'hui, vous avez compris. Donc, même déjà, il y a 10 ans, c'était déjà fini en fait. Donc, j'ai dit non, mais j'ai pas envie d'être. T'allais me battre contre des mastodontes, quoi. Bah, le challenge était. C'est beau, hein, c'est bien, c'est vaillant, mais bon. Quand tu vois en fait que sur ta route, t'as un énorme, je sais pas, un énorme rocher. Oui, bon, soit tu dis ouais, non, je pense que je peux sauter par-dessus, parce que je peux, en allant très vite, je peux exploser le rocher, ou alors tu bifurques. Ouais. Voilà, bah moi j'ai bifurqué. Et donc pour ça, c'est ce qu'on appelle un pivot. Donc j'ai pivoté au Mate quand Apple est arrivé en faisant une première montre pour les enfants. Donc là, pareil, on était vraiment en se disant on va faire une montre connectée pour les enfants. Et ça, c'était donc il y a 2015. 2015, ok. Donc il y a 10 ans. Et donc ça m'a donné de l'oxygène. Ça m'a donné en fait. Ensuite, on a eu un investisseur américain. Donc là, j'ai eu ma petite parenthèse. Donc c'était 500 Startup qui s'appelle 500 Global. Où je suis allé donc à Silicon Valley pendant 6 mois en 2015. Et donc, parce que je voulais voir, je connaissais, moi j'allais souvent, j'allais tous les ans à San Francisco, j'allais tous les ans à Las Vegas au CES, j'allais de temps en temps parce qu'on avait des partenaires software ou des partenaires d'app à San Francisco, donc je m'y rendais souvent. Je me disais, ok, c'est bien de se faire quand même une opinion. J'étais bien à Shenzhen, dans la Silicon Valley chinoise. Je me disais, bon, c'est bien d'avoir un peu une culture Silicon Valley américaine, enfin la Silicon Valley. Et donc je l'ai fait, mais j'étais le seul à vouloir revenir ici en fait. Ah ouais. Parce que moi ça me faisait pas rêver en fait par rapport. Enfin, j'étais trop cynisé en fait. J'étais déjà trop. Je savais déjà que ça se passerait ici en fait. Ouais. Que c'est ici. Enfin, ma place était à Shenzhen, dans la Greater Bay Area, plutôt que dans la Bay Area. Ouais. La GBA, la Greater Bay Area, me plaisait plus déjà. D'accord. Mais voilà, des pivots jusqu'à. En 2016, on avait fait un robot. Je m'étais mis en tête, parce que voilà, on essayait. Quand on était dans l'IoT, je devais toujours pitcher des investisseurs pour dire non, mais on n'est pas dans les wearables. Parce qu'à chaque fois, les wearables, donc les objets connectés, mais comme les montres, ils disaient non, mais laisse tomber, il y a Apple, il y a Google, vous êtes morts, hein, ou alors il faut vous battre, il faut y aller. Même avec 10 millions de dollars, même avec. Tu te bats contre des. C'était pas encore des trillion dollar compagnies. C'était déjà des 500 milliards des mastodontes. Mais d'ailleurs, tous ceux qui ont tenté, bon, ils sont tous morts ou à l'hôpital. Donc j'avais vu dans le futur. Je me disais, bon, j'ai ni envie d'être mort, ni envie d'être à l'hôpital sous perfusion. Donc j'avais pivoté, mais c'est dur des pivots. Et j'avais fait un robot, donc c'était en 2016, un robot
avec Amazon Alexa dedans. Et ça, c'était trop tôt. Et là, par contre, là, j'ai perdu de l'argent. Là, c'était chaud. Ouais. Parce que c'était trop tôt, en fait. Et donc, moi, c'était mon rêve. Je voulais faire un robot. On avait fait un petit robot qui bougeait la tête. Quand tu parlais, il te regardait. Et puis, tu pouvais lui poser des questions. Comme un compagnon, on va dire, de tous les jours, c'est ça? Ouais, j'ai des vidéos où je demande le prix du Bitcoin. Et il me répond, tu vois. C'est pas très cher, le prix du Bitcoin à l'époque. Et l'autre erreur que j'avais fait, je l'avais lancé pendant les premières élections américaines de Trump, le Trump 1, donc 2016. 2016, ouais. Novembre 2016. Et donc, oui, là, par exemple, j'avais aussi la vidéo où je dis qui va gagner Who will win the election, tu sais, parce que c'était live en fait. Il me disait, ouais, bah, c'est Donald Trump qui va gagner avec sur Hillary Clinton, Hillary Clinton à l'époque. Donc, ouais, bref, c'était. Ah ouais. Ouais. Ah top. Et alors du coup, quels ont été tes moments, parce que là tu nous as parlé de tes premiers clients, tu as vendu tes montres pour les enfants. Tu dis aussi l'IoT pour les personnes qui connaissent pas, c'est quoi IoT du coup? Ah ouais, Internet of Things, c'est les objets connectés. Voilà, c'est. Donc les objets connectés, ah oui, on a tous nos anglicismes, ça c'est le problème du business. On a ouais. tous nos... Mais donc ouais, 2016 c'est quand même important parce que c'est là où il y a c'était sur un salon, c'était à Monaco, alors, super sympa, très classe Monaco, c'était un super salon, il n'existe plus ce salon mais il était vraiment smart, ça s'appelait le MEDPI et il ramenait tous les acheteurs et donc les vendeurs, donc eux c'est quasiment les vendeurs donc qui payaient pour les acheteurs, eux ils avaient leur hôtel et leur billet d'avion. Ok. Et puis, c'était le salon qui leur offrait ça. Et donc, tu avais tout le gratin de la distribution. Vraiment smart. Hein. Le business model était smart. Et donc, les vendeurs, enfin ceux qui ont les marques, eux avaient un stand. Et puis, comme ça, tu peux rencontrer que des gens professionnels. Ouais, dans la distribution. Et là, il y a quelqu'un qui dit on achète vos montres connectées pour enfants. On prend le modèle noir, là, puis on les fait pour les 80 ans et plus. Ouais, j'ai oh, ça c'est dur en interne pour garder les gens motivés, les trucs pour les vieux. Et en fait, ça nous a sauvés en fait. Les années d'après, en fait, ça nous a vraiment sauvés parce qu'on a pu faire des partenariats sur ce créneau, sur une niche. Donc là, on va vraiment sur une niche, mais c'est là où les Apple, les Google et puis tous les en fait, ils ne sont pas dessus en fait. Ouais. Eux, ils sont sur le mainstream, donc le 80% du marché. Ouais, quoi. le gros du marché. Puis nous, on était sur cette niche. Donc des seniors, et c'est ce qui a fait que Mate existe encore aujourd'hui. Ça fait, je dirais 70% de nos revenus, c'est les seniors, et il y a une autre niche dedans, les travailleurs isolés. Donc là, ça revient un peu à ce que je faisais pour les téléphones durcis. C'est les gens qui sont dans la construction. Donc ça redevient un peu plus B2B en fait. Ouais. Et on a survécu par le B2B. C'est comme ça qu'on existe encore aujourd'hui pour Mate. Ok, d'accord. Donc 2016, grande année. Je deviens papa. Donc ma fille, qui est née le jour du Brexit, donc Allez. la Brexit girl. Que des dates au final, que des moments. Oui, des dates importantes. Quand je vois des Anglais, je leur dis le Brexit c'était le plus beau jour de ma vie. Peu importe ce qu'ils pensent eux. Et donc voilà, ouais, ça a été. Et puis c'est le début d'Oclean. Alors dans ce. On y vient. Ouais, Exactement. Oclean, c'est mon autre société, donc parce que on pivotait beaucoup, mais on faisait plein de dessins en fait. On faisait plein de dessins en se disant ouais, on est dans les objets connectés, donc on peut faire. J'avais fait une bague aussi, c'est ma plus grosse press release, enfin mon plus gros communiqué de presse, parce que là c'était dans la mode. Donc on avait conçu une bague connectée. Que tu portes du coup. Non, non c'était encore plus vraiment les balbutiements. En 2015-2016. Et donc le robot, on le met à part parce que là c'est un projet qui a foiré au final. Les bagues et puis Oclean, donc on avait un dessin et on pitchait en fait à des investisseurs. Et dans le tas il y avait Xiaomi. Xiaomi dit bon ok, là on va vous tuer, là on va vous tuer, là on va vous tuer. Voilà, c'est mort. Et puis, tiens, par contre, c'est quoi le dernier slide? Il y avait une brosse à dents qu'on avait dessinée, une brosse à dents connectée avec un écran. Et puis, c'est intéressant, ça peut être pour une de mes sociétés. Essayez de voir. Et puis, en fait, ils ont investi dans ce projet. Xiaomi, du coup. Ça s'appelait Roimi. Ah oui, Roimi. Roimi, mais qui est devenu Zep. Enfin bref, c'est une société qui est listée. 2 ans après, d'ailleurs, ils ont été listés au Nasdaq. Bon, ils ont eu pareil leur up and down. Ils sont montés très haut, ils sont redescendus beaucoup. Très fort, ouais. Là, ils reviennent. Mais bon, c'est très difficile. Ils se battent. Ils font des montres connectées, ils font de sport, etc. Et donc, ils ont investi sur la partie oral care sur Oclean.
Donc, on était dans leur bureau, on avait toute une équipe et puis on avait l'accès à leur supply chain. Ok. Donc c'était génial, moi je voyais. Et donc j'avais un accord de ne pas en fait faire des produits comme ils se faisaient en fait. Ouais. Ou de Non-concurrence, non-agression, quoi. Ouais. non-agression. Donc moi je leur disais moi je fais des montres à côté pour les vieux, pour les travailleurs isolés. Pour les enfants. On dit les seniors, mais vous avez vu, dès que c'est touchy, on le met en anglais. Ouais. Touchy, on dit donc les personnes âgées. Et donc voilà, on a lancé, c'est donc 2016, début d'Oaklyn, et puis nouvelle direction pour Homemate. Ok. Ouais, grande date. Et depuis, on a continué dans cette voie. Parce que moi, sur LinkedIn, quelquefois, je vois les publicités, du coup, de ces brosses à dents qui existent toujours, qui ont évolué depuis. Ouais, c'était très Apple-esque au début, c'était très design épuré, mais on avait vraiment un produit qui était vraiment cool. Et puis surtout, on avait notre grand succès, ça a été d'ajouter de l'innovation. Là, on se battait plus contre les Google et les Apple dans le marché bucco-dentaire. Ils s'appellent Philips et Oral-B. Ah bah oui. C'est Procter & Gamble, ça reste des gros groupes, mais, Ouais, PSG, mais c'est moins gros en fait, ça nous fait moins peur que des Apple et des Google. Je sais pas, aujourd'hui des OpenAI. Parce que je sais pas que c'est à taille humaine, c'est des très grands groupes, ils ont fait, mais on se disait là il y a moyen quand même de se bagarrer et de trouver notre place quoi. Ouais, et puis vraiment en marque. Et c'est ce qu'on a fait et on a pris des parts de marché. Et puis on est venu on s'est battu sur des brevets. On a un brevet essentiel, c'est celui qui montre où tu t'es brossé les dents sur un petit écran. Donc celui-là vraiment il est chouette parce que tu te brosses les dents et après automatiquement tu vas regarder en fait. Ouais. Et tu vois puis tu dis ok, ah oui là c'est rouge, là c'est-à-dire que je me suis pas cette zone là. Bon bah allez je me donne un petit coup de plus. Donc c'est bien en plus. Et c'est un produit, c'est vraiment des super produits. Enfin on a les gens nous disent que c'est vraiment un produit qualitatif. Et on a appris grâce à Xiaomi, l'écosystème Xiaomi, à faire des produits de bonne facture. Donc, tout l'écosystème de toute façon Xiaomi, c'est vraiment des produits de bonne qualité, mais à prix abordable. Ouais. Et ça, vraiment, on a appris à pousser les limites de faire des produits de bonne facture, mais tout en gardant un prix qui est pas excessif, quoi. Donc on est vraiment agressif par rapport. Et là, du coup, on peut bien se battre. Et parce qu'aujourd'hui, c'est important aussi de le préciser, mais on en discutait avec Ewen, le Made in China, quand on a les bonnes connexions avec les bonnes manufactures, etc., c'est qualitatif. En fait, il faut se dire, quand je suis arrivé il y a bien 18 ans, en fait, on ne demandait pas en fait aux usines chinoises de faire de la qualité. On venait pour du coût, on venait juste. Nous, on vient pour gagner sur des prix, pour avoir des prix plus agressifs. Mais donc pendant longtemps, ça a été marketé en fait. Bah oui, Made in China, c'est de mauvaise qualité. Mais c'est parce que les gens qui venaient faire en Chine leur demandaient pas de faire de la qualité. Oui, ils voulaient des volumes et puis des volumes et des prix pas chers. L'outil industriel, il était là. Donc si tu leur dis non, mais on va faire de la qualité, t'inquiète, on sait la faire, hein, on va apprendre. Et du coup maintenant, bah oui, tu as même des high-tech, tu as des voitures électriques, c'est un truc de fou ce qui se passe aujourd'hui. Les téléphones, tous les téléphones. Le téléphone, les drones, tout ce qui est haute qualité qu'on trouve en Europe, finalement c'est fabriqué ici. Maintenant le Made in China, même le Made in Shenzhen, même le Made in Shenzhen, le design in Shenzhen, c'est gage de qualité aujourd'hui. C'est le top du top Moi quand j'étais enfant, je dis souvent ça dans les années 80-90, tout ce qui était cool ça venait du Japon. Que ce soit le Game Boy, les Sega, les Mega Drive, les PlayStation, tout ça. Déjà dans le monde du jeu, le Sony, le Walkman, le Discman, les télés, tout l'électronique cool, il venait du Japon. Et aujourd'hui, tout l'électronique cool, il vient de Shenzhen. Il vient, on pourrait dire de Chine, mais honnêtement, c'est de Shenzhen. 80% c'est Shenzhen. Et donc, le vrai basculement, je dirais, c'est il y a 10 ans. Je voyais de plus en plus des usines avec qui on travaillait qui disaient non, là on fait notre marque à côté, on fait notre marque. Je dis c'est bien. Puis d'un seul coup, en bossant sur le marketing, c'était le dernier étage de la fusée. Parce que tout le reste, la Chine, les usines à Shenzhen, tout le reste, ils le maîtrisaient parfaitement. Il ne restait plus que le dernier étage de la fusée, c'est le marketing. C'est la marque, créer sa marque, et puis la diffuser dans le monde.
Bah là, là, on est en plein dedans. Ouais. Les années 2020 jusqu'à 2030, ce sera ça dont on gardera en mémoire. C'est l'impact des marques chinoises dans le monde. Ouais, la diffusion des Xiaomi, des Huawei, Ouais. des DJI, des BYD et toutes ces entreprises-là. Et pour le brevet, tu as parlé de brevet. Du coup, la propriété intellectuelle aujourd'hui en Chine, c'est aussi peut-être un sujet. Comment est-ce que tu gères du coup cette partie-là? Ouais, alors il y a deux. En fait, oui, il y a plein de gens qui voient, c'est copier. Par exemple, les Chinois ils copient, et puis, sauf que maintenant ils font plus de brevets en Chine que n'importe où dans le monde. Donc, moi par exemple, pour la Homemade True Smart, une vraie copie, en fait, c'est quand on prend ton IP, c'est de prendre ta marque. Moi, il y avait des gens, ils étaient allés sur Alibaba, tu tapais Homemade True Smart, c'était aucun de mes produits, mais il y avait des montres, et puis tu sais, ils prenaient ta marque, c'était un truc de fou. Et pourtant, on était une toute petite boîte. Mais donc ça c'est vraiment du vol à l'état pur, tu vois. C'est comme acheter un faux Lacoste, Un faux Louis Vuitton. un faux Louis Vuitton, bah oui, c'est mal. Après, l'IP dans les brevets, donc en fait, t'es obligé, quand tu innoves, de prendre, bah, tu sais, t'as une idée, tu prends la même chose, tu vois bien un iPhone et un Samsung, bon, ça se ressemble beaucoup, ouais, mais moi, j'ai créé la caméra là, machin. Après, en fait, c'est un jeu. L'IP, en fait, tu fais des brevets, et une fois avec ton concurrent, il va te dire, tu vas devoir faire un accord. En fait, ils vont te dire, moi j'ai des brevets, toi t'as des brevets, tu utilises mes brevets, et moi j'utilise tes brevets, et en fait, c'est comme ça que ça se règle. C'est des communs accords en fait. C'est des accords qui se font. Alors après, il y en a, ils peuvent être vraiment au début quand t'as le pouvoir de pouvoir imposer justement tes brevets à des plus petits. Bah tu le fais et tu payes tu arrives à signer des accords de royalty, tu dois rendre. Voilà, mais c'est normal. Et ça, maintenant, les Chinois, ils le respectent parce qu'ils savent, parce qu'ils veulent faire du business international. Maintenant, il y a vraiment un respect c'est beaucoup mieux établi, en fait, le respect justement de la propriété intellectuelle, des marques, de tes brevets. En Chine, ils prennent vraiment ça sérieux. Il y a 10-20 ans, contre une marque chinoise, en Chine, tu perdais tout le temps, quoi. C'était vraiment un peu ça, quoi. C'était vraiment mal foutu, quoi. Il y avait l'avantage du protectionnisme chinois pour dire, bon, il faut quand même qu'on aide nos entrepreneurs avant. Maintenant, non, il y a plein de cas où si tu fais des conneries en Chine, c'est très fair, en fait. Il y a plein de gens qui y croient pas, mais vraiment, bon, ça se trouve, hein. C'est beaucoup plus réglementé qu'avant. Donc c'est plus le Far West, quoi. Ouais. C'est plus laisse tomber, on verra ça plus tard. Puis de toute façon, si tu vas en procès, tu perdras, t'es l'étranger. Ouais, ils veulent peut-être acquérir une certaine légitimité aux yeux d'autres C'est pays. l'internationalisation. D'ailleurs, c'est ça Shenzhen aujourd'hui. C'est l'internationalisation de Shenzhen. Alors, la Chine même en général, mais c'est de se dire, voilà, on est ouvert au monde et il faut qu'on respecte les lois internationales. Et d'ailleurs, c'est le meilleur. Maintenant, ils vont devenir le meilleur élève, en fait. Ils veulent être le meilleur élève même. Donc, si, là, c'est vraiment très sérieux. Ouais. La protection de l'IP en Chine. Donc, du coup, la protection de l'IP en Chine est bien respectée. Ça a beaucoup changé par rapport à ce que c'était par le passé. Est-ce que tu as eu des moments durs dans ta carrière, déjà toi personnellement, et par rapport aux entreprises aussi, en termes de cash flow, peut-être des embrouilles avec des employés, avec des fournisseurs, des clients? Ouais, bah évidemment, en 13 ans, évidemment, il y a des hauts et des bas. Oui. Je me suis déjà, ça a commencé très vite. C'était mon premier CES avec Homemate. Donc c'était le premier, on avait 6 mois, on venait d'avoir notre premier produit, on le montrait donc aux gens. Et là je vois quelqu'un de Google, tiens bah ça revient un peu à l'IP, mais ça revient un peu sur l'IP. En fait je vois Google et tout le monde je sais plus, j'avais un collègue qui me dit il y a quelqu'un de Google qui veut te voir. Puis nous on faisait une montre Android quoi. Je dis waouh top, ouais, on va rencontrer Google. Donc il vient, il fait enchanté de te rencontrer Laurent. C'est mieux que tu me rencontres moi que le service juridique parce que t'es juste à ça qu'on te fasse un procès. Ouh. Surtout quand t'es une start-up,
Ah ouais, ça fait peur. Là. Quand t'es une startup, en fait, une startup tech, la dernière chose que tu veux avoir, c'est un procès avec Google, tu vois. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment la dernière chose. Et en fait, parce qu'on utilisait donc une version d'Android qui était toute petite, et en fait, pour mettre Android, l'écran il devait être à l'époque minimum 3 pouces. Et nous, il faisait 2.4. Ok, ça c'était une norme Google. C'était une norme Google. Ok. Et sauf que au même moment, en fait, ça c'était on va dire une excuse. On aurait pu trouver, on aurait pu dire, ah ouais, on a un biais à ça, parce qu'ils travaillaient sur Android Wear, leur version à eux d'Android. Mais ça, du coup, il me dit ça. Mais personne dans le monde le sait. Hein. Bah oui, à l'époque, il me dit, écoute Laurent, on travaille sur une propre version pour les montres pour Android, et ça sera pas ce que tu fais. Ça va être différent, et du coup, vaut mieux qu'on signe un accord pour que, autrement, tu dois tout enlever, toutes les apps Google dans ce que tu as. Ah ouais. Et enlever toutes les apps Google alors, tu sais, on avait YouTube, on avait Gmail, on avait les Maps. C'était génial, tu avais une mini Maps, tu sais, sur ton poignet. Enfin, c'était extra à l'époque. C'est avant-gardiste, hein, c'est hyper mais même aujourd'hui, en fait, tu dirais, c'est cool, tu vois. Même, on avait YouTube, il y avait des gens, ils jouaient, et on avait le Google Play. Donc, les gens, ils téléchargeaient des jeux. Il y a des gens, ils ont joué à comment ça s'appelle, Soul Calibur, tu sais, enfin, les mecs, ils faisaient et ils jouaient enfin, c'était un truc de fou. Sauf qu'il me dit, tu dois virer tout ça. Et donc, moi, je dois te dire à mes 5000 clients, au fait, je vais devoir faire une mise à jour du software et je vais enlever tous les trucs cool. Merci pour l'argent. Ouais, voilà. Ça, je pense, c'était le plus dur moment que j'ai eu sur Homemate. J'ai fait un truc qui est très con. En fait, dans le software, on a vraiment fait cette mise à jour. Donc, on a tout enlevé. En fait, tu allais dans le clavier. Ouais. Tu pouvais écrire, donc c'était encore l'anniversaire de ma mère. Enfin, c'était, je sais plus, dièse 21 08 dièse, tu vois. C'était aussi le jour où on avait lancé le Kickstarter. Et en fait, je leur disais, donc ça, c'était quasiment un an, 6 mois après. Et là, toutes les apps réapparaissaient. Ah oui. Donc c'était fun. C'était marrant, c'était un peu underground. Et du coup, je l'avais dit à quelqu'un. À l'époque, il y avait pas Reddit, tout ça, mais on avait une communauté Google+. Mais bref, c'était, on avait 2-3 000 personnes dessus. Et donc, j'avais dit à un des développeurs, voilà, si tu fais ça, elles vont toutes réapparaître. Sauf que évidemment, Google m'a renvoyé un mail en disant, bon, on a compris ce que t'as fait. Maintenant, réenlever ce putain de hack code. Et je sais plus si je l'ai fait, oui, je crois que j'ai dû... Enfin, les gens, après, on leur a appris, je crois que j'ai dû le refaire, donc j'ai dû refaire une mise à jour. C'était quand même sympa, tu vois, je voulais être sympa avec mes utilisateurs. Bah ouais, c'est cool, ouais. Et j'avais fait une... après, on a dû apprendre aux gens comment, ce qu'on appelle sideloader, mettre des apps par eux-mêmes dessus. Mais bon, voilà, ça c'était une énorme galère. Ça, déjà, voilà, c'est une énorme menace sur le business, sur tout, de pas pouvoir mettre le Play Store. Bah ouais. Après, j'en ai eu d'autres, oui, des trucs en interne avec des... Ah oui, alors ça c'est une spécificité aussi de Shenzhen, ou même de la Chine je pense, mais normalement quand les gens ils partent, tu te dis ils vont partir chez un concurrent, ou ils vont continuer leur carrière, les gens, c'est normal de partir dans les staffs, mais en Chine, les gens, il y en a plein qui partent, ils montent leur boîte pour devenir concurrents. Ouais. Ah, je disais, ça c'est vraiment le pire à faire. Parce que, bon, la plupart du temps, en plus, ça foire. Enfin, c'est con. Faut pas faire ça, honnêtement. C'est pas le truc le plus malin. Puis, moi, on m'avait appris, c'était un de mes directeurs, quand j'étais parti de cette société américaine. Et il m'avait dit, Laurent, ok, tu pars, mais c'est comme une famille, une société. Quand tu pars, t'es plus dans la famille, mais chaque famille, on a des amis de la famille, et certains même sont plus importants que certains membres de la famille. Donc c'est ce qu'on voudrait être avec toi, on voudrait que tu restes un ami de la famille. Puis moi je dis, ça me va très bien, évidemment, moi je vais rester en bon contact avec vous. Et c'est ce que je dis toujours aux gens qui partent en fait. Je dis toujours, je dis cette phrase, c'est un peu bateau, mais en même temps c'est vrai. On a tous des amis de la famille, et donc il vaut mieux rester, parce qu'on sait pas, celui qui part, ça se trouve, oui, ça sera peut-être ton prochain employeur en fait, ou ça dans le futur. Ou un client ou un partenaire. Un partenaire, un fournisseur. Donc, et puis ça fait partie du réseau d'être en bon contact avec ses anciens employés, avec ses anciens collègues. Bien sûr. Et donc oui, j'ai eu quelques collègues qui sont partis, qui ont essayé de lancer des boîtes concurrentes.
Là, c'est nice. Ça Ouais. peut pas faire ça, c'est pas bien. Déjà, aller chez un concurrent, c'est moyen, mais bon, normalement, il y a des clauses, tout ça, mais alors, faire une boîte et en prenant toute la roadmap, donc en prenant tous tes futurs ouais. projets, tous tes trucs pour le lancer avant toi, ça, c'est les coups durs. C'est la vie. Après, bon, oui, des coûts financiers, des clients qui payent pas, des clients qui payent pas, ça c'est dur, parce que ça te met vraiment Ouais. dans le rouge. Ça te file du stress, tu sais, tu dois. Ça m'est arrivé de faire des arbitrages, donc j'en ai eu 2. L'arbitrage, en fait, donc l'arbitrage, c'est quand tu vas, c'est vraiment un procès, Ouais. mais c'est avant le procès, c'est pas un vrai procès, Ouais. tu dois, les 2 personnes sont là, puis il y a un arbitre. Un arbitre qui est un Qui est professionnel, c'est Qui est ça, un qui est professionnel neutre. Ouais. donc c'est des cours à Hong Kong, et à chaque fois, en fait, donc ça c'est un conseil pour, je l'ai dit il y a pas longtemps, il y avait un ami là qui lance son projet, et puis il me dit j'ai une grosse galère là avec un fournisseur, je pense que je vais lui faire un procès, tout ça. Il dit si tu veux faire un procès, en fait, faut déjà que tu démontres qu'en amont, en fait, tu as tout fait pour pas aller en procès, en fait. Ouais. Et ça, en fait, il y a plein de gens qui sont, ils se croient aux États-Unis, ils font ouais, on va faire un procès, je fais un procès pour ceci, pour cela, puis je fais, c'est le truc le plus con, en fait. Faut toujours tout faire pour pas aller au procès. Et quand tu arrives à un procès ou à un arbitrage, en fait, c'est là où tu dois démontrer que toi, tu as tout fait Ouais. pour vraiment trouver une solution amiable avant, en fait. Ouais. T'es de bonne foi. T'es de bonne foi et puis que t'as vraiment t'as tout fait. Enfin, parce que en fait, les gens en procès, ils se disent non mais on a autre chose à foutre que votre petit litige à la con. Ouais. C'est ça en fait. Et les gens, il y en a plein, ils sont hyper agressifs comme ça et puis ils se disent ah mais je suis de mon bon droit puis je vais gagner. En fait, ils perdent. Puis c'est l'agressivité de leur. Ouais. Puis ils viennent en disant ils ont rien préparé puis ils ont montré qu'ils c'était eux les plus hargneux en disant non moi je veux pas discuter, moi je vais en procès. Et en fait c'est débile. Il faut montrer justement que tu dois tu dois trouver un commun accord. Faut trouver. Il y a toujours des torts et des 2 côtés. Voilà. Une solution win-win, quoi. Voilà. Faut trouver un moment où voilà, où ça peut être lose-lose même. Hein, Ouais, bien sûr, Win-win, lose-lose, mais en même temps, tu montres que t'es que tu fais de ton mieux Ok. pour résoudre le problème, sans aller Jusqu'au procès. Et donc ça, moi, ça m'est arrivé où des gens comme ça, puis moi, je montrais bien. Putain, attends, vous avez vu, moi, je me suis vraiment fait chier à essayer de résoudre le problème. Puis au final, c'était souvent en ma faveur, enfin tout le temps en ma faveur. Parce qu'ils disaient, bah oui, franchement, désolé, oui, d'ailleurs, en face de vous, vous avez vraiment un gros con. Ouais. Puis, vous avez compris là maintenant, j'ai vraiment tout fait. Il fait, ouais, bah, bon, bah voilà, on va aller, voilà, on va trancher dans le truc le plus, qui avait exactement dit ce que Laurent vous avait dit de faire en fait. Ok. Parce que c'était ça qui avait le plus de sens. Et puis voilà, vous n'êtes pas content, Laurent il est pas content, mais au final, mais sauf qu'en plus vous devez me payer. Ouais. Alors que vous auriez pu faire ça Entre avant, vous, gratuitement, bien sûr. gratuitement, et puis gagner des mois. Bref, c'est la vie. Donc ça m'est déjà arrivé. Ok. Et des trucs hyper positifs qui t'ont marqué. Et là, tu t'en souviens, tu dis ah, ça c'était vraiment un client exceptionnel ou un partenaire exceptionnel. Bah déjà tous les trucs positifs, moi dans la boîte je suis vraiment product. Moi je suis vraiment product. Moi j'adore les lancements. Moi donc d'une part ne les faire dans des dates toujours un peu d'anniversaire, mais aussi ou des dates anniversaires de la société, tout ça. Enfin des dates qui me parlent. Ouais. Au-delà de ça, ouais, les lancements, c'est toujours des moments, surtout les press releases, c'était de voir les articles, tout ça, les gens, ce qu'ils en pensent. Et après, donc ça, c'est toujours des super moments de fête avec l'équipe, tout ça, c'est sympa. Et puis après, ouais, bah, des design wins. Un design win, c'est quand tu as un client qui dit, bah voilà, on va aller avec vous, quoi. On va avec vous, franchement, on va faire cette coopération. Et puis, le premier lancement, ouais, quand la première prod, toi le premier produit aussi, Ouais. la première fois quand ça s'allume. Ton premier proto, quoi. Les premiers protos fonctionnels. Mais du coup, on en a plein ces moments-là en fait. D'accord. Des moments, quand ça s'allume, quand tu vois ton logo s'allumer dessus, et puis tu sais tes premières animations, puis le produit qui est fonctionnel. Le design freeze, quand tu dis, voilà, on touche plus là. Ouais. Là, on l'a. C'est ce que tu as
du design à l'engineering, la phase de design où ça commence par un dessin, puis t'es avec ton designer, puis tu fais ah non là on devrait mettre ça là, et ça non, et puis là tel matériau, ce qu'on appelle le CMF, le color, le matériau, le finishing. En fait, quand t'as tes premières maquettes avec en 3D printing, puis après tu le fais encore un peu plus beau, puis une fois que t'as ton design il est fini là, ouais tu fais ouais c'est ça. C'est sûr, c'est ça, là on touche plus à rien. Et là, à ce moment, il est. Ouais, ça c'est un moment vraiment important. Ouais, ça c'est mes moments. Les lancements, et puis voilà, toutes ces petites étapes. Ok. Il y en a plein en fait. Il y en a plein des moments où bah ouais, tu te dis ouais, c'est puis quand t'as. Ou quand aussi tu lis des commentaires sympas. Ok. Ça pareil, sur Oglean, vu que c'est B2C, là on en voit plein. Et C'est hyper important en plus les reviews. Ouais, des reviews, tu vois des reviews de gens qui te disent. Alors, l'opposé est aussi dur, hein, de voir une review d'un mec qui dit c'est pas terrible, machin. Mais bon, la plupart du temps on fait toujours des bons produits, donc la plupart on a des bonnes reviews, mais ouais ça c'est des bons moments. Quand t'as des VIP aussi, ah oui ça c'est bien aussi, quand tu vois dans les adresses des gens, tu vois mais c'est lui. C'est Donald Trump. Ouais, non, mais voilà, ou c'est un grand gars. Non, mais on a vraiment des trucs fous. Ouais. On a eu des gens très connus, très connus dans le monde de la tech. Ouais. Aussi nos concurrents, c'est toujours drôle de voir le produit. Bah oui, Google l'a acheté, Apple l'a acheté. Tu vois bien l'adresse. Oui. Tu vois bien le nom de l'ingénieur. Tu vas sur LinkedIn. Tu vas direct, tu vois qui c'est. Tu fais, oh bah ok. Ça part en rétro-engineering. Oui, notre premier produit, tous les grands noms. Bah ouais. Tous les grands noms, et ça c'est drôle. Et quand c'est des gens connus de la tech, on a eu Steve Wozniak, ça vous parle, tu vois, le cofondateur d'Apple. On a, bref, il y a plein d'autres noms. Ok. Ouais. Après, lui on peut le dire, mais parce que c'est en français, mais il y a des gens français aussi très connus. Et en fait, c'est sympa. Bon, c'est pas le fait d'avoir leur 06, tu vois. Oui. Mais t'as ça, en plus, qu'on demande leur. Mais t'as le fait que tu te dises, bah oui, ils vont le recevoir, et puis. Ils vont utiliser ton produit au quotidien, quoi. C'est une certaine fierté aussi, hein. Ouais, puis. Je crois que tu me demandes, je sais plus, par rapport à mon nom, tu vois, en France, quand c'est des Français, je t'ai dit, t'as jamais deux occasions, tu sais, de faire une bonne première impression. Ouais. Et ça, quand t'as un nom connu comme le mien, tu vois, enfin, un patronyme connu, c'est au carré, en fait. Parce que les gens, ils se souviennent, en fait. Ils s'en souviennent de mon nom de famille. Donc ça m'arrive souvent, mais j'ai déjà acheté ton pain, Laurent Le Pen, mais oui je te connais toi. Oui, d'où puis ils peuvent me sortir des trucs parfois qui sont très vieux en fait. Ouais. Mais ils se souviennent. Ils s'en souviennent, ouais. Et du coup tu fais le rapprochement avec ton nom, mais est-ce que du coup ça a une corrélation avec ce que cela signifie Le Pen aujourd'hui sur la sphère politique ou pas du tout? Bah non. Enfin, moi je suis pas de la famille directe, donc pour l'histoire, c'est la première chose qu'on me demande. Ouais, bien sûr. T'es de la famille avec Marine, avec Marion, c'est ta cousine. Oui, d'Adam et Ève, souvent c'est ce que je dis. D'Adam et Ève, oui, je suis probablement plus proche d'elle que de toi. Mais ça c'est pour la petite blague. Mais mon grand-père paternel en fait était un cousin éloigné donc oui, il y a de Jean-Marie Le Pen. Donc oui, il y a un lien de parenté mais qui est très éloigné. Et tu parlais, alors du coup, juste avant, là, tu nous parlais de lancement, de projets, etc. 2026, c'est aussi le lancement dans pas longtemps de quelque chose d'important pour toi, non? Oui, alors, bon, déjà, donc la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Ah, félicitations, déjà 26 ans. Ça sera donc mes 20 ans de boîte. Mes 20 ans, donc, depuis mon premier jour dans la vie active. Et dans la tech, parce que je suis vraiment que resté dans cet écosystème des objets connectés, la téléphonie mobile. Et puis donc ça va être aussi le teaser de ma 3e société qui s'appelle Oxtac. Donc, ça commence toujours par un O, juste la 3e ou la 4e pour la blague. Il y a Omate, il y a Oclean, il y a OpenAI, il y a Oxtac. Il manque juste non, la 3e c'est pas moi. Mais donc voilà, Oxtac, le oxtac.com, oxtak.com. Donc on mettra le lien en description. Ça va être le lancement, donc enfin le teaser de ce qu'on fait. Le jour de mon anniversaire. Mais après, voilà, on a plein d'étapes clés jusqu'au CES et 2026.
Q1 2026, ça va être le lancement de notre premier produit Super. qui s'appelle MoneyPenny. Money paying. Ok. Est-ce que tu peux expliquer, ou c'est trop tôt peut-être, à quoi ça correspond et voilà, quelles sont les fonctions et dans quel cadre ça va être utilisé? Ouais, alors en fait, on est en train de travailler sur une. Alors c'est très hype là, c'est pour ça que c'est excitant aussi parce que c'est dans la hype, on est dans le AI hardware, donc on est en train de faire une plateforme AI Ouais. pour la productivité, mais aussi pour en fait focaliser sur deux fonctions. Donc c'est très focus, c'est un produit qui la plupart du temps sera sur qui est mobile, mais qui sera la plupart du temps sur notre bureau. Mais on peut le prendre aussi avec nous dans la poche. Donc c'est un produit en fait où on fait des résumés de meetings. Donc on a des super micros et on vient faire donc on enregistre les meetings, on enregistre voilà des entretiens et en utilisant l'IA on fait ce qu'on appelle du speech to text. Donc ça va prendre la voix et puis ça décrit un texte très précis. On travaille notamment avec des sociétés de la French Tech et d'autres sociétés de la Silicon Valley pour donc intégrer ces agents de speech to text c'est vraiment très très complexe hein, d'avoir plusieurs personnes autour d'une table et d'avoir vraiment un texte précis. Et ensuite on va utiliser les LLM pour générer des résumés d'entretiens, de meetings, qui ensuite peuvent être retranscrits sur notre site web. Donc on peut aller le rechercher. Et donc l'autre fonction, donc ça c'est la première fonction de MoneyPenny. Donc MoneyPenny, moi je vous le dirai après, mais bon, pourquoi ça s'appelle MoneyPenny, mais voilà, donc ça c'est pour les réunions. Et ensuite on a un Ask AI. Donc Ask AI c'est demande-moi ce que tu veux en push to talk, donc juste avec un doigt. Et là on parle et on peut demander ce qu'on veut à notre AI. Donc voilà, dans une réunion, non mais je suis pas sûr sur c'était quand. On n'a plus besoin de l'écrire ou on n'a plus besoin de. En fait, tu vas demander à la personne la plus smart dans la salle et aujourd'hui l'AI est vraiment un truc de fou. Donc on a plusieurs agents. Ok. Et donc voilà, c'est un business model avec une souscription Ok. et un device qui est vraiment stylé. Et pour l'avoir vu, il est vraiment stylé. Ouais, c'est rétro futuriste. On est dans il y a des boutons physiques, c'était hyper important. Puis une interface utilisateur qui est vraiment internationale, c'est-à-dire voilà, c'est des icônes. On a des prompts donc pour montrer des styles de résumé qu'on veut, que ce soit des points, des bullet points ou quelque chose de plus long. Enfin voilà, c'est très imagé. Ouais. Et donc et puis c'est tout par la voix. Ok, donc ça s'adresse à un public qui est très large en fait dans toutes les entreprises, oui, c'est très tous les business pays dans le monde. Ouais, bah ouais. C'est très business, mais c'est n'importe qui. On a plusieurs. Ça peut aller en fait de l'étudiant qui écoute qui peut avoir une lecture. Son cours magistral, ouais. Voilà, le cours magistral et qui peut avoir un résumé qui peut l'écouter et puis en même temps il va avoir le meilleur résumé qu'il aurait pu écrire. C'est ça qui est impressionnant en fait. Dans nos démos, c'est la qualité. En fait, on peut parler, avoir un meeting d'1 heure. Et puis donc si quelqu'un on dit bah tiens toi tu vas faire le résumé, en fait l'IA aujourd'hui ce sera elle qui fera le meilleur résumé. Ouais. Mais un truc de dingue. Ouais. Il fait vraiment le meilleur résumé. Alors après il y a toujours une petite touche quand même humaine. C'est l'IA mais avec une touche humaine où il faut rectifier. Enfin faut quand même donner sa petite touche. Mais le gain de temps est fou, la productivité est folle et puis le résultat est vraiment impressionnant. Et c'est quelque chose que tu vas pouvoir même peut-être partager après la fin du meeting avec le but, tous les participants. C'est en fonction de le mettre dans un CRM, de le partager avec des collègues. D'attribuer des tâches. Mais surtout, ouais, voilà, de mettre. Et puis il y a quand même en fait, ça te fait 80% du travail. Et puis surtout le device. Donc le service existe déjà en ligne, il y a des petits devices qui existent, mais donc le device, la machine, on va dire, elle est vraiment unique en fait. On sait qu'on est sur un produit qui est vraiment unique, que c'est vraiment novateur, et donc j'ai hâte de voir ce segment se développer. C'est une sorte de true smart, comme ça me rappelle un peu ce que j'ai fait avec Omate au début. Et après, en fait, il va avoir une multitude de produits qui vont dériver. Il va avoir des pivots, il va avoir des choses qui vont. Mais en tout cas, MoneyPenny. Donc tout ça pour dire, c'est le nom de l'assistante du directeur du MI5, MI6 dans James Bond. Ouais. Donc c'est Miss MoneyPenny. Et vous savez, en fait, c'est des sortes de boîtes
il appuyait comme ça, puis il disait let Miss Moneypenny, let Bon. 007 enter the room. Et donc Miss Moneypenny, elle recevait un zzz, et puis elle répondait OK sir, yes, James, please go in. Donc c'est Moneypenny, c'est l'assistante super smart, voilà, l'assistante qui est avec vous tout le temps. C'est hyper cool. Ouais, ça va être cool, ça va être vraiment... Bon, c'est fatigant, je suis en 996 comme à la... Je suis en Ouais. 9h, de 9h à 9h, 6 jours sur 7, mais c'est cool. Et tu peux nous rappeler du coup la date de lancement, enfin peut-être pas forcément de la vente directement, mais au moins de la communication qui va être faite? Non, le vrai lancement, ça sera en Q1, premier trimestre 2026. Ok. Ça sera, je pense, avant le nouvel an chinois. Je pense que ça sera fin janvier, début février, le vrai lancement. Et là, on fait en fait le teaser. En fait, on montre un peu plus parce que ça fait quand même 1 an qu'on travaille sur le projet avec mes associés. Ça fait, on a enregistré la société le 10 juillet. Ok. Donc voilà, donc c'est quand même très récent. Ouais. Ok. Et lancement sur Kickstarter, sur comment ça se passe Alors, sur ton site? Il y aura, là en fait on essaye d'avoir des sign-up sur notre site web. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui ça intéresse, vous pouvez mettre votre email et vous serez On mettra le lien en notifié. description. Voilà, Yes. vous serez notifié. Et oui, il y aura, on ne sait pas encore le canal, mais effectivement, Kickstarter. Bon, nous on lance toujours nos projets. Enfin, moi j'ai toujours fait ça. J'ai toujours lancé mes premiers produits d'ailleurs, toujours en crowdfunding. Et parce que c'est un outil super pour Pour tester le marché, quoi. pour tester le marché, mais en plus le marché mondial. Ouais. Parce que on sait jamais où est-ce que ça perce vraiment. Donc pour l'anecdote, Oaklin, par exemple, on est numéro 1 en Pologne. Ouais. On avait personne en Pologne dans l'équipe de Polonais et pourtant ça a explosé en Pologne. On est numéro 1, c'est là où on a vraiment, mais on a un super distributeur. Pareil en Russie, mais là c'est plus opportunité parce que voilà, Oral-B et Philips sont sortis. Ah bah ouais, du coup forcément. Bah, nous on reste. Voilà. Mais du coup, ouais, le mieux, le crowdfunding, ce qui est vraiment bien, c'est une audience mondiale. Ouais. Ok. Et après, ouais, je pense qu'on va utiliser même des crowdfunding au Japon, parce qu'on a, voilà, on a rencontré, on en a fait déjà au Japon, Ok. spécifiquement au Japon, en Corée. Donc voilà, on va aussi rayonner localement via ces billets, via ces réseaux en fait de crowdfunding, je pense. Ok. Donc oui, probablement un Kickstarter. La première, du coup, ce serait, est-ce que aujourd'hui tu saurais, après toutes tes années d'expérience, dire comment peut-être se lancer pour une personne aujourd'hui qui souhaite Ouais. lancer sa boîte, en lien peut-être aussi avec la Chine ou pas, mais quel conseil tu pourrais donner à cette personne-là, la personne qui nous écoute peut-être et qui veut lancer son projet? Déjà, en fait, les gens ils disent toujours, enfin j'entends souvent ça, et je sais pas pourquoi personne le. En tout cas, je vais le faire moi, de dire, on dit travaillez sur quelque chose que vous aimez, faites quelque chose que vous aimez. Et moi, je pense que bon, mieux vaut travailler sur quelque chose où vous êtes bon. Et si vous êtes bon, en fait, c'est pareil d'ailleurs dans les sociétés, dans les boîtes, je dis toujours, focalisez-vous sur ce que vous êtes, là où vous êtes bon. Pareil pour les études, pareil pour le premier job, parce que si vous êtes bon dans quelque chose, il y a de grandes chances que vous aimez faire ça, parce que tout le monde autour de vous va vous dire « Ah mais t'es vraiment bon dans ce que tu fais ». Du coup, tu vas avoir vraiment tu vas être motivé. Et la motivation, c'est important. Et puis après, faut pas avoir peur, faut se lancer. Et puis, faut être. Mais c'est pour ça que moi j'ai attendu d'avoir 30 ans parce que j'étais un expert. Je savais que j'étais un expert dans mon domaine. Ouais. La téléphonie mobile, je connaissais tout. Je savais comment ça fonctionnait. C'est pour ça qu'Omate c'était un objet connecté au réseau télécom. Mais voilà, on était des pros de l'industrialisation de ce produit. Je l'aurais pas fait. Et puis aussi, les gens, quand ils regardent tes premiers clients, ils ont envie de voir aussi ta crédibilité. Ouais. Et ta crédibilité, il faut qu'elle vienne aussi. Alors, quand tu es jeune et tu n'as pas trop d'expérience, cette crédibilité, elle peut venir quand même ou par tu es bon dans ce domaine. Donc, il faut le prouver. Prouve-moi que tu es vraiment bon dans ce domaine. Au lieu de faire
quand on dit mais c'est vraiment important de faire quelque chose qu'on aime. Mais moi j'aime plein de choses dans ma vie. Je sais pas, j'aime même. Je donne l'exemple du basket. Je dis j'aurais. Même si j'adorais le basket, il y a peu de chances que j'aurais fini en NBA, tu vois. Parce que voilà, je suis pas grand, j'ai pas la capacité physique pour être un grand basketteur, mais ça m'empêche pas de regarder des matchs de basket et adorer ça. Mais c'est pour ça que je dis il faut se focaliser sur les choses où on est bon. Ok. Il faut bien travailler ça en fait. Il faut se dire dans quoi je suis bon. Et en fait, ça va aider. Les gens, ils vont te dire non mais t'es bon dans ce domaine, c'est là, vas-y, t'es doué dans ce domaine-là, va à fond. Et puis les gens te poussent ou tu fais du réseau autour de ça qui t'amène. Oui, puis dans ton réseau, c'est des gens qui te disent que t'es bon. Donc voilà, il faut. Voilà, nous on est très product design, on est bon en product design, en industrialisation. Du coup, on travaille là-dessus. Qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon CEO? Est-ce que toi, tu es un bon CEO? Tu te considères comme un bon CEO? C'est quoi qui fait un bon patron? En fait, c'est de se focaliser sur ce qui est important, ce qui est stratégique. C'est ça un bon CEO. Il se focalise sur ce qui est important et stratégique. Il fait pas tout. Il peut pas s'éparpiller et faire justement les trucs qu'il aime. Tu vois, moi j'aime bien le design. J'adore le design. Mais je laisse mon designer Yanku, c'est une bête, tu vois, il a des super idées. Moi je viens sur les débuts, tu vois, à donner, mais je laisse faire. Faut laisser, c'est quelqu'un qui laisse justement des responsabilités, qui donne l'opportunité à des gens de pouvoir s'exprimer et de faire. Mais c'est ça un bon CEO. Il délègue ce qui est des tâches opérationnelles pour se focaliser sur ce qui est stratégique. Ouais, comme tu disais les pivots par exemple, voilà, le marketing. Trucs, des choses qui vont. Alors tout le monde va pas comprendre. Oui. Il y a des gens ils vont partir, ils vont dire non, attends, moi on faisait des trucs fashion, on faisait des montres un peu sport, maintenant on fait. Enfin voilà, Laurent il déconne. Mais sauf que j'ai réussi à faire survivre la boîte, parce que si je m'étais focalisé à faire des montres de sport, t'as Garmin, t'as Garmin, Apple, bien sûr. T'as Xiaomi qui arrive, eux ils peuvent se permettre de faire, mais moi je serais mort, mais depuis longtemps. Du coup c'est ça, un bon CEO c'est quelqu'un qui se focalise sur la stratégie et puis la vision à long terme de la boîte. C'est pas un copain, c'est pas quelqu'un de sympa, de machin, qui te laisse. Non, tu travailles avec lui justement à ce que cette stratégie elle puisse se développer. Donc, c'est de la confiance, tu lui fais confiance. C'est quelqu'un, un bon CEO, c'est quelqu'un qui arrive à générer de la confiance dans son équipe. Est-ce que le CEO il s'occupe aussi de la vente? Parce que c'est quand même la personne qui représente le mieux l'entreprise. Et donc, je dirais n'importe quoi pour la distribution stratégique. Tu disais par exemple en Pologne, tu as un distributeur. Est-ce que c'est le CEO qui s'en occupe de la vente? Alors, j'ai jamais, du fait de mes strategic alliances, tu vois, de mes partenariats stratégiques, j'ai jamais eu de vendeur. En fait, j'ai jamais donné de titre à quelqu'un sales manager. Ouais. Et en fait, tu vois souvent d'ailleurs en Chine, il y a beaucoup de gens, ils ont les cartes sales manager. T'es pas sales manager, t'es account manager. Et je dis, mais c'est vachement bien account manager. On te donne, du coup, nous on fait de la communication. Ensuite, on communique, là c'est du marketing, c'est de la vente. Le marketing c'est simple, c'est vendre sans vendeur. Ouais. C'est toutes les actions qui font que tu vends un produit sans avoir quelqu'un qui te dit vous devriez acheter ça. Qui t'appelle, qui t'envoie des mails. Voilà, t'as pas de vendeur. Du coup, no sales. Par contre, BizDev, oui. BizDev, c'est quelqu'un justement qui va aller chercher des comptes et qui va donner ensuite un account manager. Et après, lui, il part à autre chose. Ouais. Il va faire autre chose. Et ça, c'est du BizDev. Donc ça, oui. On pourrait dire c'est de la vente, mais c'est pas vraiment de la vente. Du BizDev, c'est différent. C'est pas tu vas. C'est de la qualification peut-être. C'est la préqualification bien sûr. de compte. Ouais. Tu vas dire lui. Et puis après,
C'est l'account manager, bah ça c'est quand c'est signé. Ouais. Et du coup, oui, le PDG, il est très impliqué dans les sales, ouais. Ouais. Parce que c'est là où découle le revenu, enfin le chiffre d'affaires, il vient des ventes. Donc oui, moi je suis très impliqué oui, avec les clients, avec nos clients, nos partenaires. J'utilise rarement le mot client en fait. Je suis souvent partenaire. Partenaire, ouais. Mais parce que j'ai gardé ce biais d'alliance stratégique. L'alliance Oui. stratégique, ouais. Et en fait, quand tu fais une alliance stratégique ou quand tu fais un partenariat stratégique, c'est vraiment, c'est fort, ça fait long terme. Et j'ai des clients comme ça, qui sont des clients en fait, mais c'est vraiment un partenariat. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux. Arkea Hacker, par exemple, on fait des montres justement pour les seniors avec eux. Ouais, ça doit faire, oui, 10 ans parce que. Oui, 10 ans, parce que encore, j'étais. Pour vous dire aussi, ça aussi, c'est être. Je disais que j'étais corporate quand j'étais jeune, mais. Ceux qui sont d'ailleurs très corporate, souvent peuvent faire des bons entrepreneurs parce que c'est les gens, ils sont dédiés en fait C'est ça, aux ouais. missions. Ouais. Et en fait, je me souviens, bah, j'étais à la maternité, donc j'attendais mon premier enfant le jour du Brexit. Et j'avais du coup ce premier client pour les seniors. D'ailleurs, il est parti en retraite, le PDG, mais c'était le PDG qui m'avait appelé. Il disait, ouais, mais on est en retard. Tout ça. J'ai dit, oui, oui, oui. Puis moi, j'étais avec mon bébé dans les bras. Je dis, oui, oui, je n'écoutais plus rien. J'étais, et voilà, mais j'aurais Mais pu. t'étais là, tu répondais, quoi. Mais je répondais, Ah on va être fou quand même. Il y a des gens, ils font. Moi, on me dit, tu prends des vacances, des machins. Bah, je sais pas, moi, les vacances, oui, moi, je suis heureux de ma vie, mais en même temps, j'ai jamais décroché. J'ai jamais. Un email, c'est un email. Tu m'appelles, un WeChat, c'est un WeChat. Enfin, tu m'envoies le business first. Ouais, mais Mais parce tout que le temps. Ouais. parce que t'aimais aussi ce que tu faisais, t'as cette sphère plutôt professionnelle qui revient à chaque fois, c'est... Non, il y a des moments où c'est dur. Ouais. C'est même pas aimer le truc, c'est comme je disais, en fait, tu vois, le truc. Non, il y a des moments, non, là, tu vois, j'aurais préféré ne pas qu'il m'appelle pas. Mais tu parce portes que je suis l'entreprise. bon dans ce que je fais. Du coup, bah, pour être bon, bah oui, il faut répondre. Ok. Parce que c'était important pour la société que je lui réponde. Si je lui réponds pas, lui, il s'en fout. Enfin, il pourrait comprendre que j'ai mon premier enfant, je suis à la maternité. Ouais. Je pense qu'il aurait compris. Merci beaucoup, Laurent. C'était top. Merci. Merci de nous avoir reçus chez toi. Ouais. Et puis, n'oublie pas de vous abonner pour plus de vidéos sur l'entrepreneuriat en Chine, suivre les entrepreneurs de la tech. Et à bientôt. À très vite.